On va écouter tout de suite un petit morceau de musique exactement comme l'entendait Louis XIV. Alors, ce morceau, il est interprété par l'ensemble Les Précieuses et accompagné par Juliette Chabassier de l'INRIA. Et je vous laisse tout de suite écouter. Donc, tendez bien l'oreille, approchez-vous et c'est à vous. C'est parti. Bizarre. Elles jouent toutes la même note pour s'accorder, et pourtant on entend beaucoup de sons différents. Des sons graves, des sons aigus, le timbre du violoncelle, du basson, de la flûte. Grâce à ce microphone, je vais capter les ondes sonores qui rayonnent de ces instruments. Mais d'ailleurs, savez-vous ce que sont que les ondes sonores? Lorsque je vous parle, mes cordes vocales vibrent dans mon larynx. En vibrant, elles bousculent les molécules de l'air qui se trouvent juste à côté, qui vibrent et reviennent à leur place. Ce faisant, elles bousculent leurs voisines, qui bousculent leurs voisines, et de proche en proche, c'est les ondes sonores qui se propagent dans l'air avoisinant. Et jusqu'à vos oreilles. Et grâce à votre tympan, qui est mis en mouvement par les molécules de l'air, vous entendez ma voix. Mais revenons à mon micro. Ce micro est composé d'une membrane qui, tout comme votre tympan, est reliée non pas au cerveau, mais à mon ordinateur. Et donc, nous allons pouvoir visualiser les sons des instruments. Grâce à cette loupe spatio-temporelle, nous allons visualiser en grand les mouvements des molécules de l'air et dans un temps très court. Non pas une seconde, non pas une demi-seconde, même pas un dixième de seconde, mais un 25e de seconde. Alors c'est parti, commençons par le violoncelle. Peux-tu me donner une note? Tu veux laquelle? N'importe laquelle. Je vais donner une note grave. Une note grave. Ah, la voici qui s'affiche à l'écran. C'est génial de voir la forme de l'onde, non? Alors, le temps s'écoule dans cette direction, horizontalement, et le haut et le bas de la courbe matérialisent les mouvements des molécules d'air autour de leur position d'équilibre. Ici, nous avons un motif qui commence par faire une sorte de M, puis une sorte de W, et on revient sur le M, puis le W, etc. Donc vous avez vu que, ici, le son du violoncelle semble répéter un motif au cours du temps. Ici, on le voit répéter 4 fois. Prenons une autre note. Une autre note, donc plus aiguë, une octave, exactement. Ah, cette fois-ci, pour cette note plus aiguë, l'onde a l'air de plus agitée. Elle répète également un motif, voyez-vous, il y a un M, une sorte de V, un M, etc. Sauf que cette fois-ci, il se répète 8 fois dans l'intervalle de temps. Prenons une dernière note. Une dernière note dans l'aigu. Alors là, la courbe est extrêmement agitée. Cette fois-ci, nous avons une succession de M, de W, de V, etc., qui se répètent au cours du temps, et donc qui est très agitée. Eh bien, les notes du violoncelle sont des notes que l'on qualifie de périodiques. Ce sont des signaux qui répètent un motif au cours du temps. Ici, vous voyez les 3 motifs des 3 notes que nous avons vues s'afficher en rouge. Pour les sons périodiques,
on appelle période la durée du motif qui se répète. Ici, la première note a une durée un motif, donc une période de 10 millisecondes, la deuxième de 5 millisecondes et la troisième de 2,5 millisecondes. Pour les sons périodiques, on peut déterminer ce qu'on appelle une fréquence fondamentale, qui est le nombre de fois que ce motif se répète au cours d'une seconde. On calcule cette fréquence en divisant une seconde par la période. On mesure cette fréquence en Hertz. Les Hertz, ça signifie un nombre de fois qu'il se passe quelque chose en une seconde. Donc ici, le premier son est à 100 Hertz, le deuxième, plus aigu, est à 200 Hertz et le dernier est à 400 Hertz. Nous avons donc vu que les sons du violoncelle étaient des sons périodiques et que la période, donc la durée du motif qui se répète, était liée à la hauteur du son. Mais maintenant, que se passe-t-il lorsque différents instruments jouent la même note? Reprenons la note aiguë du violoncelle. Encore. Et maintenant, prenons la note du basson. Alors ici, on voit la courbe du basson qui est fort différente de celle du violoncelle. Le motif du basson est beaucoup plus proche d'un enchaînement de U et de U renversés. Et prenons à présent la même note de la flûte. Vous avez vu, la courbe de la flûte est encore tout à fait différente. Finalement, son motif ressemble plutôt à une grande montagne suivie de petites collines. Mais ces trois notes ont en commun le fait qu'ils ont un motif qui se répète et qui est d'exactement la même durée, puisque cette durée est liée à la fréquence, donc à la hauteur de la note. Donc les trois instrumentistes ayant joué une note de la même hauteur, nous avons des sons périodiques dont les périodes ont la même hauteur. Et la forme de l'onde, en fait, est liée au timbre si spécifique de chaque instrument. Mais Juliette, quand on joue ensemble, nos timbres se mélangent, non ? Quand les instruments jouent ensemble, les timbres se mélangent, les sons se mélangent, plus mathématiquement, les sons s'additionnent pour former un nouveau son qui est composé de la somme des sons de chacun des instruments. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit encore d'un son périodique dont la période est identique à la période des sons des instruments pris indépendamment. Ici, vous voyez le nouveau motif qui correspond au nouveau timbre obtenu en mélangeant ces instruments. Mais alors, le timbre de chaque instrument est-il lui-même l'addition de quelque chose? Eh bien, pour le comprendre, je vous propose une petite métaphore culinaire. Si je vous présente ces 4 desserts, le 4 quarts, les galettes bretonnes, la génoise et les cookies, vous êtes d'accord qu'il s'agit de 4 desserts complètement différents, avec une saveur, une texture totalement différente. Et pourtant, ils ont quelque chose en commun. Avez-vous deviné quoi? Ce sont exactement les mêmes ingrédients. La farine, les œufs, le sucre et le beurre. La seule différence entre ces desserts, c'est ce qu'on appelle la recette, c'est-à-dire la quantité de ces ingrédients contenus dans le gâteau. Donc pour le 4 quarts, il faut 4 quantités égales des ingrédients. Pour les galettes, il y a beaucoup plus de farine et beaucoup moins de sucre. La génoise comporte énormément d'œufs et pas du tout de beurre. Et enfin, les cookies ont beaucoup de farine et du beurre et du sucre à quantité égale. En somme, pour résumer, avec les mêmes ingrédients mais dans des quantités différentes, on obtient des desserts qui sont totalement différents. Eh bien, il en est de même pour les sons périodiques. Et c'est ce qu'a découvert Joseph Fourier au XVIIIe siècle, un savant français. Il a découvert que tout son pouvait être lui-même décomposé comme une somme de sons élémentaires que l'on appelle des sinus. Alors, je vais vous présenter un sinus. Il s'agit donc de la courbe du sinus. Comme vous voyez, c'est une fonction périodique. D'accord ? Il répète un motif au cours du temps. Et comme tout signal périodique, la période, la durée de son motif, est liée à la fréquence du son. Alors, je vais vous faire écouter un premier sinus. Et maintenant, un deuxième sinus avec une période 2 fois plus courte. Donc la formule mathématique qui permet à partir de n'importe quel son de retrouver les composantes élémentaires du son s'appelle la transformée de Fourier. Et c'est cette formule que j'ai utilisée pour tracer ces courbes qui sont donc les ingrédients de base des sons des instruments que nous avons écoutés. Ici, l'axe horizontal n'est plus le temps mais la fréquence. Et nous avons 3 courbes, une pour le violoncelle, une pour le basson et une pour la flûte. Et quand la courbe est vers le haut, cela signifie que la fréquence correspondante est très présente dans le son, tandis que quand la courbe est vers le bas, ça signifie que la fréquence n'y est pas. Ce que nous pouvons déjà observer, c'est que tous les sons des instruments sont composés des mêmes fréquences. Et si j'appelle F la première fréquence, les fréquences suivantes ne sont autres que des multiples de cette première fréquence. On appelle ça des harmoniques. Ce n'est pas un hasard, puisque les sons qu'on a écoutés étaient des sons périodiques.
Ce n'est pas non plus un hasard si les 3 sons ont la même fréquence fondamentale, puisque les instrumentistes nous avaient joué des notes à la même hauteur. Maintenant, voyons les différences entre ces sons. Eh bien, nous constatons que les ingrédients sont les mêmes, mais que leur quantité est différente. Nous voyons que la quantité de chaque fréquence contenue dans le son diffère d'un instrument à l'autre. Finalement, mes rectangles colorés matérialisent la recette de chaque timbre instrumental. Alors, à présent, on peut se demander comment est-il possible que des instruments si différents puissent produire des sons qui ont les mêmes ingrédients, un timbre relativement similaire, un son identique, mais ceci est une autre histoire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Juliette. Et votre troupe, magnifique. Alors c'est drôle parce qu'avec Juliette Chabassier, on fait de la musique, on fait de la cuisine et on fait des mathématiques. C'est assez intéressant parce que Juliette est chargée de recherche à l'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en informatique et automatisme, c'est ça. Et donc, c'est votre curiosité, vous vous intéressez à la musique, mais vous essayez, alors pour résumer, parce qu'on a très peu de temps, ce que vous cherchez à faire, c'est comprendre vraiment comment fonctionnent les instruments anciens, les transformer en équations mathématiques pour pouvoir mieux les refabriquer ou les faire rejouer virtuellement, c'est ça? Tout à fait, donc on appelle ça la synthèse mathématique par modèle physique. Donc en comprenant le fonctionnement des instruments de musique, eh bien, on est capable, en écrivant les équations, de les résoudre, et c'est cette résolution qui nous donne directement la forme de l'onde que vous venez de voir, et donc après on peut écouter ces sons qui sont totalement synthétisés par l'ordinateur. D'accord, et pour savoir ce qui se passe, la fraction d'une seconde dans un instrument, il faut beaucoup d'ordinateurs, il faut une grosse puissance de calcul parce qu'il se passe beaucoup de choses dans un instrument. Voilà, ça c'est quand on utilise des méthodes qui essayent de comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de l'ordinateur, et on peut, si on souhaite simplement synthétiser les sons des instruments en temps réel, réduire le nombre d'informations qu'on souhaite tirer, ne s'intéresser qu'au son, et dans ce cas-là, on arrive à faire des logiciels en temps réel. Et du coup, ce qui est extraordinaire, c'est que vous arrivez à faire jouer virtuellement, parce qu'on ne peut pas les sortir de leur vitrine, des clavecins, par exemple, qui sont exposés, mais qui ne marchent plus. Tout à fait, des instruments qui sont dans des musées, dont on connaît les caractéristiques géométriques, dont on connaît la forme et le fonctionnement, mais qu'on ne peut plus jouer puisqu'ils sont endommagés par le temps et qu'on ne souhaite pas les endommager encore plus. Ou alors, on peut même fabriquer des instruments qui n'existent pas. Tout à fait. Il suffit d'imaginer leur forme et on peut entendre leur son. D'accord, c'est intéressant. Vous êtes souvent ensemble pour pouvoir faire des spectacles, présenter comme ça à la fois les sons, la musique. Et comment ça marche, la musique ? Oui, donc on a notre spectacle qui s'appelle Louis XIV.0, qui met en scène justement la journée du roi Louis XIV, et dont le clavecin n'est pas un vrai clavecin, mais un clavecin synthétisé. Et donc c'est une rencontre entre les instruments que vous avez ici, qui sont des instruments d'époque, et l'instrument virtuel. Et donc nous jouons pour la fête de la science le 9 octobre à Mourinx. C'est où ? Vous nous rappelez ? À Mourinx, à côté de Pau. Juste à côté de Pau, donc on va vous voir là-bas, et c'est à quelle heure ? À 15h. Bon, on va les voir là-bas, on aura plus le temps de discuter avec elles, comme ça, d'accord ? On se revoit. On se revoit. Ok, merci beaucoup d'être venu pour la fête de la science.